Ça y est, ils sont en place. Alors le premier est avec nous, Maison Duplex de Marseille. Il est anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception, qualifié par beaucoup de rassuriste, par certains autres de complotiste. Ses positions sur la crise sanitaire et les mesures du gouvernement ont le mérite en tout cas de sortir du politiquement correct. Initiateur du collectif Réinfo Covid, qui regroupe plusieurs centaines de médecins, il dénonce dans les médias les mesures gouvernementales prises face à la Covid-19 et la peur dans laquelle nous, Français, serions installés. Louis Fouché, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat sur Sud Radio. Vous nous entendez bien ? Oui, bonjour Eric, bonjour Martin, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vous voit. Il fait beau, il y a une ambiance de détente, de fin d'épidémie et d'ouverture et de liberté. Vous ne pouvez pas imaginer. Il souffle un vent qui souffle qu'à Marseille, quoi, hein, une espèce de Mistral de libération. Et dans ce cas-là, méfie, parce qu'en général, le pouvoir politico-médiatique en profite pour attiser les tensions communautaires et faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait du terrorisme. Bon, donc, ça y est, on voit que le débat de la détente tant qu'elle est là. Est déjà lancé. Louis Fouché, on est ravis en tout cas de vous avoir avec nous pour débattre. Je vous rappelle que c'est un débat, hein, donc gardez quand même un peu encore d'arguments. Alors pour débattre avec vous aujourd'hui, un habitué désormais des médias, lui aussi, il est d'ailleurs avec nous en studio ce dimanche, médecin spécialisé en santé publique, épidémiologiste. Il dénonce avec vigueur les théories complotistes et souligne les effets positifs du confinement sur les services de réanimation, également célèbre pour avoir dénoncé le professeur Raoult et le charlatanisme qui l'entourerait. Cela ne lui a pas valu d'ailleurs d'avoir que des amis, et particulièrement sur les réseaux sociaux où beaucoup se déchaînent contre lui depuis l'annonce de ce débat. Docteur Martin Blachier, bonjour. Merci à vous également d'avoir accepté ce débat. Alors on va juste tout de suite évacuer une rumeur dont vous faites l'objet et répondre donc à cette rumeur, puisque selon beaucoup d'internautes, vous ne seriez pas médecin ni docteur. Alors que dites-vous à ceux qui la diffusent? Et ils sont, je le disais, très nombreux à la répondre sur les réseaux sociaux. Je confirme que je suis bien médecin. J'ai fait mes études à l'université Paris-Île-de-France-Ouest. Et docteur docteur en médecine. D'accord. J'ai fait mon internat de santé publique dans les hôpitaux de Paris et j'ai aussi étudié l'épidémiologie à la faculté Paris-Saclay. J'ai aussi fait l'ESSEC en parallèle. Donc j'ai un certain nombre de diplômes. J'ai rapporté aujourd'hui ma petite carte de médecin, de l'ordre des médecins pour voilà. Donc c'est une spécialité à part, santé publique. Non, parce qu'on vous trouve pas sur l'ordre des médecins, donc. Alors on me trouve sur l'ordre des médecins, qui a d'ailleurs été contacté par de nombreuses personnes qui remettaient en doute le fait que je sois médecin. Très gentiment, ils ont répondu à un certain nombre de personnes en certifiant que j'étais bien médecin. Après, je ne suis pas clinicien. Vous ne voyez pas de patients. Alors, moi, je suis épidémiologiste, donc je suis très bon pour parler de l'épidémie, des courbes, de l'impact des mesures. En revanche, c'est vrai que pour savoir comment intuber un patient ou quelle dose d'anticoagulants mettre chez un patient Covid sévère, je ne vais pas être le meilleur et d'ailleurs, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Voilà donc pour cette mise au point. Docteur Fouché, vous voulez réagir là-dessus ? Ouais, je pense que toutes les attaques ad hominem, ça veut dire en dessous de la ceinture et à la personne, sont des mauvaises attaques. On peut discuter des idées, débattre des positions, en fait, ouvrir le dialogue, tenir le rapport de force dans le dialogue. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça permet de faire jaillir de la vérité. Et donc, toutes les attaques aux personnes, en fait, à mon avis, sont des mauvaises idées. Il faut être doux avec la personne et dur sur les idées. Voilà. Donc, vous le reconnaissez en tout cas, une parfaite légitimité pour débattre. C'est que moi j'ai appris les biostatistiques grâce à Bruno Falissard et avec qui a travaillé Martin. Et donc j'ai une admiration énorme pour Bruno Falissard, qui a un profil à la fois de psychiatre ou en tout cas qui s'intéresse beaucoup à la psychologie, à la psychiatrie, et à la fois de biostatisticien, et une ouverture dans sa façon de voir l'épidémiologie et les biostatistiques qui m'a éclairé sur de très nombreux enjeux de corruption en santé et en recherche biomédicale. En tout cas, ce que je disais, vous ne remettez pas en cause donc la légitimité du docteur Blachier à s'exprimer sur la Covid, comme beaucoup le font. Non, tout le monde peut s'exprimer, bien sûr que non. Très bien, écoutez, la mise au point est faite, donc déjà un premier point d'accord. En tout cas, alors ce débat va s'organiser en deux parties, si vous le voulez bien. Dans une première partie, on va parler évidemment de cette crise sanitaire et de la gestion du reconfinement, de ce deuxième confinement. Et puis dans une deuxième partie, on parlera, si vous le voulez bien, du vaccin et des potentiels conflits d'intérêts. Alors Emmanuel Macron, le président, devrait à nouveau s'exprimer sur cette évidemment pandémie. Ce sera a priori mardi pour faire un point sur cette deuxième vague donc de Covid-19. Il pourrait annoncer à cette occasion un déconfinement progressif à compter du mois de décembre. Mais les bars et restaurants, eux, ne devraient rouvrir qu'au début de l'année 2021. Alors, quelle est votre réaction à tous les deux ? Docteur Blachier, pour commencer.
Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait réouvrir les lieux où il y avait très très peu de contamination. Donc, je suis tout à fait en faveur qu'on dessert sur les petits commerces, par exemple. Je me suis beaucoup exprimé là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'il y a des lieux où on se contamine énormément, comme les bars et les restaurants. Et si vous les rouvrez, le problème, c'est que vous allez avoir une reprise épidémique très forte qu'on n'a pas eu cet été, puisqu'il y avait l'été qui nous protégeait. Maintenant, on le sait. Mais là, il y aura une reprise très forte et donc en fait, on va se remettre dans une dynamique qui va être du reconfinement. Alors après, peut-être que le débat avec Louis Fouché qui pourrait être intéressant, c'est imaginons que l'épidémie reprenne, qu'est-ce qu'il voudrait faire autre que de se reconfiner? Puis après, on peut imaginer toute la suite que ça va avoir. Mais je crois que c'est difficile d'imaginer qu'on ait un afflux important de patients dans les services de réanimation, qu'il y en ait qu'on ne puisse pas hospitaliser et qu'on s'en contente et qu'on dise c'est pas grave, ça passera. Il y a une certaine partie de la population âgée qui va décéder, mais ça ne doit pas être une raison pour nous faire complètement nous arrêter. Ça, c'est peut-être un débat qu'on peut avoir. Moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je n'ai même pas d'avis là-dessus. C'est même pas l'idée de est-ce que moi, je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Finalement, c'est la nature. Les personnes fragiles doivent mourir. Il ne faut pas refuser qu'elles meurent. Le problème, c'est que je pense que la société n'est pas prête à l'accepter. Donc, je sais qu'on va se reconfiner et je sais qu'on va se retrouver dans les problèmes, à la fois sanitaires et économiques. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être un peu prudent. Docteur Fouché. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas toujours que deux voies. Il y a au moins une autre façon de faire. Et sur n'importe quel problème, vous pouvez dire ça. C'est une vérité en permaculture. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et donc, le confinement a déjà démontré qu'il était une bêtise en termes de balance bénéfice-risque, que peut-être qu'il diminuait l'impact sur les réanimations et les hôpitaux, mais qu'on a fait peser tout le poids sur l'hôpital et à la réanimation sans jamais entrevoir une autre voie sanitaire. Donc, en fait, il y a plein d'autres façons de faire et à la fin, le confinement a été plutôt une bêtise parce que ces impacts sanitaires, sociaux, économiques, démocratiques, en fait, sont dans une fuite en avant totalitaire, une fuite en avant de la dette, une destruction des PME, des TPE, des restaurateurs, des artistes, une augmentation de la peur de chacun contre tous, de la peur de la police contre sa population, de la population contre sa police, une augmentation des communautarismes, etc., une augmentation des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes, sans compter les effets sanitaires sur les cancers et les retards diagnostiques sur les cancers, les hémopathies, les lymphomes, les leucémies, et les effets collatéraux psychiatriques, en fait, ou psychologiques. On va tous plutôt très mal, actuellement. Et donc, le confinement, pour moi, n'est pas une option, en fait. Et il faut réfléchir à d'autres façons de faire. Alors, il y a d'autres façons de faire. D'autre part, vous avez des données, en fait, notamment dans l'étude de Toussaint et autres, dans Frontiers, qui est sorti récemment, qui montre que c'est pas un facteur qui change quelque chose à la mortalité, le fait de confiner ou pas. Que ces mesures sociales-là, elles changent rien à la mortalité. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'elles ne font que diminuer la tension sur les réanimations et l'hôpital. Et donc, c'est pas un but en soi, en fait. Et il y aura pas de surmortalité. Donc, c'est pas un choix entre est-ce que vous abandonnez les vieux et vous laissez faire la nature, ou est-ce que vous confinez pour sauver les vieux? C'est pas vrai, en fait. Cette dialectique-là est fausse. Je réponds à Louis Fouché. Il a fait deux parties dans sa réponse. Une partie que je trouve très intéressante, qui est la première, c'est tous les effets secondaires du confinement. C'est sûr que le confinement, c'est pas la meilleure mesure. C'est évident, c'est une mesure qui est grossière. C'est-à-dire que vous fermez tout, et on sait aujourd'hui qu'il y a 85% des contaminations qui se font dans certains lieux. Donc si on se limitait à ces lieux-là, ce serait bien mieux que de tout fermer. On aurait beaucoup moins d'effets secondaires du confinement, et on aurait l'efficacité qui est quasiment atteinte par les mesures de restriction. Donc c'est sûr que c'est mieux. Le problème, c'est que tant que vous le savez pas, et vous faites ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est jamais bien. Mais le problème, c'est que plus vous êtes dans l'ignorance, plus vous faites grossier, et moins vous faites bien. Ça, je suis d'accord. La deuxième partie sur les chiffres de Toussaint, moi, je pense que c'est complètement bidon. Parce qu'il y a plein d'études. D'ailleurs, vous aviez eu une vive altercation. Non, mais voilà, Toussaint, ce qu'il produit, c'est pas de qualité. Je suis désolé de le dire. Il dit qu'il n'y a pas de baisse de l'espérance de vie. Donc ça a été d'ailleurs sorti un peu par Didier Raoult, qui a repris des données de l'INED de l'époque, et qui a mis en avant ce qu'avait dit quelqu'un de l'INED, et qui avait dit la perte d'espérance de vie sur la première vague, elle est que de 0,2 années. Mais c'est vrai qu'avec 30 000 morts, vous réduisez pas l'espérance de vie de la population globale de manière très importante. On se doute, on est 67 millions, 30 000 morts. Voilà. Et après, il a mélangé ça avec ce qu'on appelle l'effet moisson. Et c'est là qu'il y a eu une fourberie intellectuelle, comme souvent avec Didier Raoult. L'effet moisson, c'est un phénomène démographique qui est bien connu. C'est l'idée de dire que les gens qui sont morts du Covid seraient morts 3 mois plus tard, globalement. Donc en fait, 3 mois après, vous allez observer une baisse de la mortalité qui va strictement compenser la surmortalité que vous avez eue pendant ce confinement. Cette idée est fausse. Et il y a un papier qui est sorti
Parce qu'après, au bout d'un moment, il y a des gens quand même qui travaillent au lieu de simplement surfer sur des idées comme ça, et qui ont calculé combien d'années de vie ont perdu les gens qui sont morts de la Covid. Alors c'est une distribution qui n'est pas du tout gaussienne, c'est une distribution qui est gamma comme ça, et effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas perdu grand-chose. C'est sûr que les gens qui sont morts dans les maisons de retraite, on sait qu'on n'a pas une espérance de vie très importante quand on est en maison de retraite. Ils n'ont pas perdu beaucoup d'années de vie. En revanche, il y a quelques patients, un bon nombre de patients qui ont perdu beaucoup d'années de vie quand même. Et cette étude qui a pris les patients italiens, qui les a appareillés avec des données de l'OMS pour savoir l'espérance de vie qu'auraient eu ces gens s'ils n'étaient pas morts du Covid, la moyenne c'est 13 ans pour les hommes, 11 ans pour les femmes. Donc on ne peut pas dire qu'à l'échelle individuelle, les gens ils n'aient pas perdu beaucoup d'années de vie. Après c'est sûr, on s'est confiné, donc on a cassé l'épidémie, il n'y a eu que 30 000 morts, c'est quand même 30 000 morts, donc à l'échelle de la population, si vous prenez la moyenne d'espérance de vie, elle n'a pas beaucoup diminué. Donc voilà l'explication de cette espèce de sophisme qui a été fait pour dire que ça n'avait aucun impact sur la mortalité. Le confinement, en plus, c'est totalement faux. Si on ne s'était pas confiné, il n'y a pas une personne sérieuse en épidémiologie qui ne dit pas qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts. On le sait pourquoi, parce qu'il y a eu la séquence temporelle. La chute de la contamination est arrivée strictement le temps qu'on avait prévu après le confinement. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait eu beaucoup plus de morts, la courbe serait montée beaucoup plus haute. Il y a un village au Brésil où ils ont laissé passer l'épidémie sans rien faire. Il y a eu 0,8% de la population qui est décédée, et c'est des populations qui sont jeunes. Donc c'est évident que si on avait laissé la première vague passer, on aurait eu, je pense, autour de 200-230 000 morts, et on n'aurait pas eu les 30 000 morts qu'on a eu. Alors je voulais en parler un peu plus tard, mais vous avez vivement attaqué. Oui, répondre. Et le docteur, bien sûr, désolé, donc on va Louis Fouché. Vous posez des arguments d'autorité en fait sur l'épidémiologie en disant voilà, il n'y a pas une personne qui devrait pas penser comme vous. En fait, il y a pas mal de personnes qui pensent pas comme vous, et les chiffres que vous donnez, notamment sur les 230 000 morts, les 400 000 morts avancés par le gouvernement pour justifier le deuxième reconfinement, sont juste absolument faux, sortis d'un chapeau de modélisation. Et en fait, c'est la grande leçon de ce Covid pour moi, c'est que l'interprétation algorithmique du big data épidémiologique en fait nous conduit à des erreurs systémiques majeures en fait, et à regarder par un tout petit bout de la lorgnette des choses qui sont une réalité de manière parcellaire, un peu comme le font les zététiciens ou les fact-checkers qui finalement prennent des tout petits morceaux de la réalité et ne sont pas capables de voir le schéma d'ensemble. Donc d'une part, sur le premier confinement, je vous réponds, cette idée d'avoir économisé 60 000 morts, vous n'avez pas dit le chiffre, heureusement, parce qu'en fait, elle a été retoquée, mais de partout, et donc c'est complètement faux, vous n'avez rien économisé. L'autre chose, c'est sur la séquence temporelle. On a la chance à Marseille de ne pas avoir que Didier Raoult, on a l'ensemble de l'IHU, et vous devriez venir et rougir de honte en voyant ce qui s'y passe, en voyant les staffs et le niveau des gens. Il y a des épidémiologies, il n'y a pas que Didier, hein. Il y a un monde fou, il y a un monde fou qui travaille comme des malades. C'est le plus grand centre, en fait, en termes d'un rayonnement intellectuel en Europe actuellement. Et juste, venez voir le nombre de séquenceurs qui séquencent des génomes toute la journée, le nombre de c'est un argument d'autorité aussi, hein, etc. C'est juste absolument incroyable. Et que vous ayez un problème d'ego ou un problème de jalousie, ou que plein de gens aient des problèmes à la suite de jalousie vis-à-vis de ça. Je sais pas, j'ai un ego comme tout le monde. Mais ça devrait vous devriez vous sortir de ça et regarder la réalité de ce qui s'est publié, etc. Donc après, on a la chance d'avoir les marins-pompiers, l'équipe Comet, qui travaillent sur les eaux usées et qui ont permis de regarder comment se passaient les clusters et d'avoir une idée bien avant les autres de quand est-ce que les clusters commencent, quand est-ce qu'ils se terminent. Et en fait, c'est la réalité dans une épidémie, c'est que ça commence dans les eaux usées et dans l'eau. Et ça devrait nous faire réfléchir en fait sur les modalités de transmission et sur les modalités de prévention qu'on a choisies. Donc ça commence dans l'eau, c'est la première chose. Et ensuite, il y avait le nombre de demandes de tests qui augmente, puis le nombre de cas positifs, de tests positifs à SARS-CoV-2 qui augmente, puis les hospitalisations, puis les réanimations, puis les décès. Et dans l'ordre inverse, à la diminution. Et ben vous savez quoi ? Comet a découvert qu'en fait, 15 jours avant le confinement, déjà ça commençait à baisser. Et c'est pareil à Paris, ça a été sorti il y a 2 jours, tous les arrondissements parisiens commençaient à baisser. Donc là, vendre la sauce du confinement au motif que ça aurait été ça qui aurait stoppé l'épidémie, c'est faux. Ça n'a rien arrêté du tout et vous n'avez aucune idée de ce qui serait passé sans confinement. Si vous en avez, des pays n'ont pas confiné. Ah, chance! Et des pays ont confiné pendant 6 ou 7 mois. Et c'est rien que ces comparaisons-là sur les l'Argentine et la Suède, Louis Fouché, pour les auditeurs. Voilà. Doivent vous dire, le confinement est une mesure absurde, idiote, qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Et rien que ça devrait vous faire réfléchir pourquoi les humains avant n'y avaient pas pensé. Parce que c'était une connerie. Oui, parce que Martin Blachier, c'est vrai, quand on pense pas comme vous, est-ce qu'on est forcément un charlatan ? C'est ça qu'on a envie de vous demander. Non, mais pas du tout. Mais moi, il y a des gens qui a parfois le sentiment de penser ça. Vous savez, moi, je regarde tout ce que tout le monde dit. Donc voilà. Après, il y a des choses que j'entends qui me font sauter au plafond.
Quand j'entends qu'il y a une seconde vague parce que c'est un variant du virus, ça me fait sauter au plafond. Quand j'entends que avec 4% d'immunité collective, on a une vague épidémique qui s'arrête, d'un point de vue épidémiologique, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est ça. Après, la séquence que décrit Louis Fouché, elle est vraie. Les eaux, voilà, mais ça, tout le monde est d'accord. Je veux dire, bon, ok, oui, c'est sûr, c'est la séquence. C'est d'abord les eaux parce que c'est très précoce, ensuite les contaminations parce qu'on met un peu de retard à tester, et puis tout ce qu'il a énuméré. Après, que les gens soient bons à Marseille, je dis pas le contraire. Après, moi, j'avais l'impression qu'à Marseille, c'était surtout une équipe de microbiologistes et de virologues, comme ce qu'est Didier Raoult. Et que dès qu'il se met à parler d'épidémiologie, j'ai l'impression qu'il dit des bêtises. De charlatan. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que bon, je crois que c'était la deuxième partie de l'émission quand on devait parler de ça. Mais je peux dire là-dessus. Pourquoi j'ai dit charlatan ? C'était à dessein. C'est de dire que quand vous avez 5 ou 6 études, alors ça, il peut demander à Bruno Falissard d'ailleurs, randomisées. Bruno Falissard ne croit qu'à la randomisation pour voir les choses. C'est-à-dire que vous tirez au sort. Le fait de tirer au sort, c'est là que vous voyez si un traitement est efficace ou pas efficace. Quand vous avez 5 ou 6 études cliniques de grande ampleur. L'hydroxychloroquine, pour l'instant, c'est le produit qui a été le plus étudié dans le monde, avec des études cliniques. Tout le monde y a cru. D'ailleurs, c'est comme il le dit très bien, c'est pas Didier Raoult qui a trouvé l'hydroxychloroquine, ce sont les Chinois. Il l'a testé. Que vous avez 5 ou 6 études cliniques randomisées qui vous disent ça ne marche pas, et que vous arrivez à la télé en face du président de la République et que vous disent mais regardez, moi j'ai regardé mon taux de mortalité dans mon service, je le compare au taux de mortalité, ce qui est un niveau méthodologique mais honteux, on ne devrait même pas avoir le droit de montrer ça, et regardez, j'ai un taux de mortalité qui est plus bas et les Parisiens tuent leurs patients parce qu'ils n'utilisent pas l'hydroxychloroquine. Là on rentre dans la charlatanerie et on rentre dans la tromperie. Maintenant je m'en fous moi de Didier Raoult. De toute façon, je le connais pas, il n'est pas dans ma sphère. Moi, je critique pas l'infectiologie. Je dis juste, je connais bien la méthodologie des études cliniques parce que ça fait 10 ans que je travaille dessus. Et quand j'entends ça, je dis ça c'est faux. Et quand on me dit non, pas du tout, je dis bah si. Et qu'on continue d'insister alors qu'on a la preuve que c'est faux, qu'est-ce que c'est ? C'est de la mauvaise foi. C'est de dire je suis tellement sûr de moi que ma confiance en moi dépasse la preuve scientifique. Et c'est pour ça que j'utilise le mot charlatanerie. Quand il vous dit qu'il y a plein de pays qui, enfin en tout cas il a cité le cas de pays qui n'avaient pas pratiqué le confinement et qui n'avaient pas eu d'effet si négatif, et d'autres à l'inverse qui l'avaient pratiqué. Je pense qu'il parlait de l'Argentine et on l'avait vu en 7 mois, ça n'a pas eu tellement de... L'exemple typique c'est la Suède, d'accord ? Où il n'y a pas eu de confinement. Où il n'y a pas eu de confinement. Mais attention, encore ce mot confinement il est extrêmement galvaudé. En fait le confinement ça veut rien dire. Ah bon non mais parce que le confinement c'est vous restez tous chez vous. Je l'ai dit en début d'émission, le confinement c'est extrêmement grossier. Le confinement regroupe un ensemble de mesures. Là-dedans il y a des choses efficaces, il y a des choses pas efficaces. Vous donnez une attestation pour vous empêcher d'aller à 1 km de chez vous, ça sert à rien. Ça, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Ça sert à rien. Fermer les restaurants et les bars, c'est extrêmement utile. Toutes les études le montrent aujourd'hui. Et il y a donc ça, vous êtes pour les maintenir fermés? Non, mais je suis pour rien du tout. Moi, je suis pas un homme politique. Je suis pas quelqu'un qui décide. Je suis un expert et j'essaie d'apporter j'essaie de faire comprendre aux gens ce qu'il y a dans les études qui sont un peu compliquées à lire. Les bars et les restaurants, ça propage l'épidémie. Les grosses soirées, ça propage l'épidémie. Marcher à 2 km de chez vous, ça propage pas plus l'épidémie que marcher à 1 km de chez vous. Le métro, ça propage pas l'épidémie. Le métro, non, ça propage pas l'épidémie. Il y a plein d'idées en fait. Aujourd'hui, on le sait, on regarde les données, on a directement la preuve. On n'a même pas besoin de chercher des explications, parce que les explications, c'est toujours des espèces d'hypothèses qu'on a chacun son explication. Les métros, parce qu'il y a probablement pas de brassage, parce que les gens restent pas très longtemps dans les wagons, parce que les gens portent le masque, parce qu'il y a des conditions d'aération qui sont un peu importantes, ne propagent pas l'épidémie. Donc effectivement, dans le confinement, il y a plein de choses qui servent à rien. Donc c'est possible qu'il y ait des pays qui aient cassé leur vague épidémique sans confinement. D'ailleurs, la Suède, parce que tout le monde s'est posé la question sur la Suède. On a envoyé des épidémiologistes en Suède. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les Suédois ont réduit de 70% leurs rapports sociaux. De 70%. Les Suédois ne sont pas retournés au travail. Et on sait que le travail, ça a vraiment refait démarrer l'épidémie. Ils sont extrêmement limités eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que ça a marché. Louis Fouché, sur les restaurants ? Sur les restaurants, je pense qu'ils ont besoin de travailler en fait. Rien que ça devrait être mis en balance en fait avec ce que vous proposez. Le nez collé sur l'épidémie, le nez collé à vouloir diminuer le R0, le nez collé à vouloir diminuer la tension sur la réanimation. En fait, vous oubliez la vie. Vous êtes dans un monde qui est protégé de tout, où le curseur de la sécurité est maximal, quitte à être dans une tyrannie, quitte à détruire l'économie. En fait, je pense qu'il y a une juste tension entre la sécurité et puis la liberté. On est en train de passer ce curseur de manière beaucoup trop importante. Mais Louis Fouché, moi je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites ça, et je trouve que ça c'est un débat extrêmement intelligent et vous avez raison de l'apporter dans la sphère publique. Moi je me suis pas fait que des amis quand j'ai eu pas loin de ce genre de discours, mais c'est dommage finalement
de salir votre beau discours, je trouve, avec des trucs bidons comme les trucs de Toussaint ou les trucs de Raoult. Parce que vous, ce que vous apportez, c'est intéressant. De dire qu'il faut faire du bénéfice-risque et qu'on est dans une société qui est prête à... Moi, je me suis pas fait des années parce que j'ai dit qu'on sacrifiait ma génération pour sauver la génération des gens qui avaient 80 ans. Donc ça, c'est une réalité et c'est un débat qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes politiques qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Vous avez entièrement raison de lancer ce débat-là. » Et Louis Fouché, vous reprenez... Et ça, vous avez entièrement raison. Mais c'est pas la peine, pour appuyer cette intuition que vous avez qui est extrêmement juste, d'aller chercher les trucs bidons de Toussaint, qui est le seul au monde à dire que en gros le confinement a eu aucun impact sur la mortalité en faisant une analyse à composantes multiples qui n'a aucun... Enfin voilà, il est pas bon, quoi. Je suis désolé. Il parle de ce qu'il connaît pas. Donc c'est dommage que vous salissiez votre discours avec des trucs comme ça. Alors moi, je parle ni de salir, ni d'être bidon, ni de tous ces mots-là, en fait. Tout ça, c'est comme les mots étiquettes, c'est comme rassuriste. En fait, j'ai lu un livre il y a très longtemps qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, de Marshall Rosenberg, qui est un des pères de la communication non violente. Et en fait, chaque fois que vous décidez qu'un mot est un mur, vous venez écraser votre pensée. La réalité, c'est que il n'y a pas que Toussaint qui parle comme ça. Les analyses en composantes principales sont une des façons de faire, en fait, dans ce genre de choses-là, où on cherche de manière multivariée à savoir qu'est-ce qui influence quoi et dans quelle mesure ça influence quoi. Donc voilà, que la méthode utilisée. Par contre, si vous devenez dogmatique sur la méthode, là, ça pose problème, en fait. Comme les gens qui sont dogmatiques, en fait, sur le vaccin, comme les gens qui sont dogmatiques sur la Vierge Marie. La Vierge Marie est vierge? Bah non, elle a eu un enfant. Si, elle est vierge. Bah non. Ah, et au bûcher, vous pensez pas comme tout le monde. D'accord. Les vaccins, ça marche toujours. Bah non, enfin ça dépend. Non mais Louis Fouché, moi je veux bien, mais allez, si vous êtes anti-vax, au bûcher, etc. Et en fait, on a ce problème-là dans la médecine d'une prolétarisation progressive, c'est-à-dire que les agents eux-mêmes de la médecine sont devenus les agents de la technique, les agents de la méthode, et ne sont plus capables d'avoir du recul. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Aujourd'hui, quand les gens lisent les études scientifiques, regardez l'étude sur, on va pas en parler aujourd'hui, mais sur Dan Masque par exemple. L'étude est formulée d'une manière à vous faire penser que le masque est utile, alors qu'en fait, elle dit le contraire dans ses résultats. Donc, en fait, voilà. Et on a un vrai problème avec cet outil scientifique que vous mettez en avant, qui est en fait cassé aujourd'hui. C'est une boussole à dire le Nord, qu'on a cassé simplement par le niveau de corruption, le niveau de conflit d'intérêts. Ça, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est Kamran Abbasi, le directeur exécutif du BMJ, c'est tous les autres. Il dit Covid-19, politicization, corruption and suppression of science. Et c'est de tous les côtés, si vous voulez. Donc vous pouvez le mettre sur le dos d'Ida Raoult et de l'IHU. Moi, je pense pas. Je connais le type qui fait la méta-analyse en temps réel sur l'hydroxychloroquine. C'est un type, je vous assure, rencontrez-le. Vous verrez, j'ai jamais vu un scientifique comme ça, quelqu'un qui a peur parfois que la virgule soit pas mise au bon endroit, etc., qui est d'une rigueur en fait dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il lit. Et donc lui, il a fait le taf, il a fait le boulot d'aller lire jusqu'au bout toutes les études sur l'hydroxychloroquine, les appendices, les préprints, la différence entre les préprints et la publication finale, les conflits d'intérêts, des structures au-dessus qui hébergeaient et pas seulement qui hébergeaient les recherches et pas seulement ça. Pour réussir à conclure qu'à la fin, c'est utile. Eh bien justement, on va en parler de ces conflits d'intérêts. On est en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h pour ce débat. Confinement, vaccin, quelle réponse apporter à la crise sanitaire avec Martin Blachier et Louis Fouché. Ne bougez pas, on revient dans un petit instant. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles en direct, émission spéciale donc Covid-19 avec ce débat entre deux médecins, donc Martin Blachier avec nous en studio et puis en duplex de Marseille, le docteur Louis Fouché. Alors on parlait évidemment il y a un instant de ce confinement, il y avait quand même quelques points d'accord, hein, vous pouvez le concéder là-dessus, si on peut le lever dans le maximum d'endroits, vous êtes d'accord là-dessus? Si on peut le lever partout, il sert à rien, je suis pour évidemment parce que ça a plein d'effets secondaires, je suis entièrement d'accord avec Louis Fouché là-dessus. Alors, Louis Fouché, j'aimerais également qu'on revienne sur cette notion que vous avez abordée d'ailleurs des dégâts collatéraux de la Covid-19 et notamment de cette peur, puisqu'on en parle beaucoup, hein, même le professeur Juvin a dit qu'il y avait de plus en plus de personnes qui mouraient des suites des dégâts collatéraux de la Covid. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on en fait trop ou pas? Ah ouais, moi je pense qu'on fait pas du tout bien. Je pense que la peur a effectivement été instrumentalisée. On a vu qu'elle avait très bien fonctionné lors du premier confinement et je pense qu'à la fois on s'est rendu compte que ça marchait pour le confinement et on s'est rendu compte que ça marchait sur un plan politique. Donc du coup je pense que ça a été vu comme quelque chose d'extrêmement efficace par des gens donc qui ont utilisé ça comme un outil. Et là on a essayé de la raviver sur cette seconde vague. Le problème c'est que ça prend beaucoup moins bien et donc là il y a une espèce de hiatus qui est en train de se créer. Moi, je suis totalement contre le climat de peur qui est installé. Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique. Il y a d'autres pays où on joue beaucoup moins sur la peur,
comme l'Allemagne en particulier, où on est beaucoup plus pragmatique. Alors après, moi, je verrais deux choses. Soit on a des gens qui sont vraiment cyniques et qui se disent je vais utiliser la peur parce que ça va m'être utile. Soit on est un peuple qui a du mal à fonctionner si on n'est pas dans l'émotion et dans la peur. Et il y a une réalité là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont plus rationnels, qui arrivent à être moins dans l'émotion que nous. Moi, j'ai l'impression que le peuple français est quand même beaucoup dans l'émotion. Et je pense qu'il y a une responsabilité des deux. C'est-à-dire que le politique a compris que c'est ça qui marchait, mais le peuple, en même temps, est très réceptif à ça, et est toujours dans la dramatisation, dans la peur. Donc je pense qu'on ne fait pas peur à un peuple, je pense qu'il y a un gouvernement et un peuple qui se sont trouvés sur cette manière de faire de l'émotion en permanence. Et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que les thématiques, elles marchent quand il y a une dimension émotive extrêmement forte. Et moi, ça, je le regrette, parce que c'est pas du tout ma nature. Louis Fouché, votre réaction là-dessus? Je rappelle que vous êtes à l'initiative du collectif Réinfo Covid afin de rétablir certaines vérités comme vous l'entendez. Le professeur Philippe Juvin, j'en parlais, qui affirmait donc qu'il y a une hausse des victimes non Covid du Covid, suicide, dépression, pathologie non soignée. Il a raison selon vous également? Ouais, je pense qu'il a raison, clairement. Ouais, il y a plein d'effets collatéraux de la crise et on se rejoint complètement avec Martin là-dessus. Et une société qui sacrifie sa jeunesse, son économie, sa liberté pour la génération qui est en train de partir, en fait, à mon avis, c'est une société qui est malade. Mais justement, ça rejoint cette idée que la société est malade, et je suis assez d'accord avec Martin là-dessus, en fait. La peur, elle vient pas de nulle part. C'est à la fois la peur et la culpabilité. C'est pas du tout nouveau dans les narrations du pouvoir. C'est une façon de prendre le pouvoir sur quelqu'un. C'est déjà ce que fait quelqu'un qui bat sa femme ou ses enfants. En fait, il leur fait peur et il les rend coupables. Et c'est vrai à plus haut niveau dans toutes les volutes du pouvoir paranoïaque qui peut s'installer. Donc, il y a une vraie narration de la peur. Mais cette peur, elle n'est pas que du virus. Et en fait, elle est extensive à tous les domaines de la société. Il y a des gens qui ont peur du virus. Il y a des gens qui ont peur pour leur grand-mère. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi ou de fermer leur restaurant. Il y a des gens qui ont peur des dangereuses multinationales qui cherchent à prendre le pouvoir de manière mondialisée, etc. Et en fait, à mon sens, toutes ces peurs-là, il faut réussir à s'en affranchir. Et c'est une des raisons d'être de Réinfo Covid, c'est d'aller vers effectivement quelque chose de pragmatique, d'efficace, et surtout de réouvrir de l'intelligibilité. En général, vous avez peur parce que vous comprenez rien. Et ça, c'est volontaire. Et c'est en ça où je diffère de Martin, c'est que je pense que c'est pas la faute, entre guillemets, de la population. Je pense qu'on fait tout pour que les gens ne comprennent rien. Et qu'aujourd'hui, on a des sophistes dans les médias. Et je parle pas des journalistes, j'ai beaucoup d'affection et de douceur pour les journalistes. Je pense qu'ils peuvent à un moment voir la lumière et arrêter de servir des médias qui sont aux ordres de pouvoirs économiques et politiques qui les dépassent. Donc on a des sophistes, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon. Vous vous souvenez, quand il y a des types qui tiennent des images et qui maintiennent les gens au fond de la caverne à regarder des ombres, à regarder des illusions. Donc là, c'est pareil, on nous maintient sur les courbes épidémiques, etc. Et on nous empêche de voir l'ensemble du tableau. L'ensemble du tableau, c'est qu'on est dans un hold-up. On va en reparler. Ah bah justement, en parlant de hold-up, c'était le nom d'un démocratie, un hold-up de liberté, un hold-up économique, un hold-up de votre épargne, un hold-up du lien social. Et ça, c'est aussi des questions qu'il faut adresser, qu'il faut poser. Ah bah justement, un petit mot sur ce documentaire de Pierre Bernérias. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez vu tous les deux? Alors, il a été particulièrement attaqué. Moi, je peux dire un mot là-dessus. Est-ce que je suis assez d'accord? Elle est rapide là-dessus. Non, mais je suis assez d'accord avec lui sur le fait que la société est un petit peu malade, et je pense que, en particulier, la société française. Je pense qu'on a perdu un peu confiance en nous, et que du coup, effectivement, on a peur de l'avenir, et surtout, moi, je voudrais que ma génération prenne possession des choses et aille de l'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en permanence peur d'avancer, un peu bloqué comme ça, et ça, je suis très gêné par ça, parce que j'ai pas envie de ça pour moi, j'ai pas envie de ça pour mes enfants. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Après, le problème, c'est que on a vite fait finalement d'essayer de vous bloquer dès que vous êtes dans cette posture-là. Et hold up, c'est un piège en fait. Je pense que c'est un piège, c'est-à-dire qu'on va grossir des traits. Et des gens vont se mettre en avant en disant des choses complètement débiles. Et on rappelle pour les auditeurs que c'est un documentaire qui n'est visible que sur Internet, qui retire en permanence des plateformes dès qu'il est mis en ligne, et qui a été donc taxé de complotisme, on peut le dire. Oui, mais c'est parce que c'est trop grossier en fait. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué les influences dans une société, et que en fait la théorie du complot est beaucoup trop simpliste. Et donc il faudra en parler de manière en travaillant vraiment les choses, et là le problème c'est que c'est faux, et donc du coup dès que c'est faux c'est exactement comme Toussaint, c'est-à-dire qu'en fait vous dites une chose fausse, et à partir du moment où vous dites une chose qui est fausse, vous êtes mort, parce que il suffit d'un contre-exemple pour contredire une théorie mathématique. Et donc si vous prenez un parti qui est juste et que vous allez dire des choses qui sont fausses, en fait vous tuez la cause pour laquelle vous avez envie de vous battre. Vous Fouché?
Ouais, un mot sur Hold Up et puis un mot sur cette aspiration sociétale dont a parlé Martin. Je pense qu'effectivement, on est à un carrefour. Est-ce qu'on veut aller vers une société de toujours plus de sécurité, toujours plus de contrôle, avec des machines qui font tout, la Startup Nation, quoi, le Startup vous-même, dans une pression absolue, permanente, la destruction du lien social et des monades individuelles juxtaposées qui se détestent et sont en conflit les uns avec les autres? Ou est-ce qu'on veut aller vers autre chose, quelque chose où il y a du risque, de la joie, de la liberté, du lien? En fait, on est à ce moment-là, en fait, de choix. Après, sur ce qui est et pour vous dire que il manque cette vision de autre chose que la peur, parce que ça fait un moment qu'on est dans la peur. C'est la fin du monde et tout le monde le sait, mais c'est depuis toujours que c'est la fin du monde. C'est pas nouveau. Ce qu'on appelle les protensions collectives négatives chez Stigler, mais c'est parce qu'en face il y a toujours normalement des protentions collectives positives, c'est-à-dire un projet de société, un projet de vie, un projet de collectif. Ça pouvait être le catholicisme, ça pouvait être la République, ça pouvait être des choses qui se tiennent en termes de valeurs, quoi. Aujourd'hui, il y a plus de projets à part d'autres projets. Voilà, et ce projet-là, il tient pas. C'est celui que les multinationales, en gros, prennent le pouvoir sur vous, vous volent votre liberté de manière interstitielle, rentrent à l'intérieur de vous pour prendre toute l'essence de votre vie, quoi. Vous pensez que la question de la liberté d'expression, elle se pose aussi aux médecins? Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut remettre en cause aujourd'hui, on va dire, la pensée unique en matière médicale, la politique de lutte contre la pandémie sans risque de poursuite? Vous avez été vous-même convoqué, je crois, par une institution, enfin, je crois que c'était... Rappelez-nous. Ouais, c'était une très bonne chose en fait. On a établi un rapport de force, c'est-à-dire que l'institution a reçu plus de 5000 mails en fait. Après, ils ont arrêté de compter entre le moment où ils m'ont convoqué, qui était la veille pour le lendemain en gros, et le moment où je suis arrivé dans le bureau. Et en fait, l'ambiance a changé complètement. C'est-à-dire par le fait d'être capable de tenir un rapport de force, finalement, il a germé du dialogue. L'institution finalement a dit, en fait, c'est important qu'on se parle, qu'on s'écoute, qu'on ait des points d'accord et de désaccord. Et ça, c'est la notion même de diplomatie. Tant que l'autre n'existe pas, que vous pouvez lui cracher dessus, l'insulter, etc., il n'y a aucun dialogue possible. Et il n'y a aucune voie de sortie à part la violence. À partir du moment où vous tenez le rapport de force et vous dites non, je suis contre le confinement, je suis contre les masques dans la rue, je suis contre les masques à l'école, et je vais vous proposer autre chose. Je suis contre les tests en population générale non prescrits ou prescrits par l'ARS. Vous tenez ça très fort, et vous dites, voilà, vers quelle société j'ai envie d'avancer et ce que je vous propose. Si vous tenez pas, vous allez vous faire taper dessus, en fait, vous faire écraser par terre. On a tenu avec Réinfo Covid, et c'est vraiment les gens derrière moi, la clameur des gens qui m'ont soutenu. Et l'institution a compris qu'il fallait qu'on discute. Et ça, c'est très bon, en fait. Alors, il y a un point sur lequel vous mettez le doigt, et avec vigueur, Louis Fouché, ce sont les conflit d'intérêts de nombreux médecins qui s'expriment dans les médias et que vous considérez donc à ce titre comme illégitimes pour s'exprimer parce qu'ils n'annoncent pas donc les conflits d'intérêts qu'ils ont. Alors on va vous poser la question franchement, Martin Blachier, vous aussi. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Vous êtes président, je crois, d'une société. De Publicis Expertise, moi j'ai plein de liens d'intérêts. Parce que mon parcours, c'est moi, quand j'ai fait mon internat de médecine, j'ai toujours énormément travaillé, j'ai créé une société 2 ans avant la fin de mon internat. J'ai créé cette société. Et vous conseillez des laboratoires? C'est-à-dire que je conseille tout le monde. À peu près la moitié, c'est avec des institutions qui sont publiques et la moitié, c'est avec des institutions qui sont privées. Pourquoi? Parce que les gens qui font des choses intéressantes aujourd'hui, c'est beaucoup des gens du privé. Je travaille avec des pays partout dans le monde. Puis j'ai des liens d'intérêt à peu près avec quasiment tous les laboratoires. J'ai travaillé pour tous les laboratoires, sur des modèles, sur des études cliniques, avec plein d'autres médecins qui travaillent là-dessus. Est-ce que vous êtes libre de pouvoir vous exprimer? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, je suis tenu par des laboratoires? Tout ce que j'ai fait sur le Covid, je l'ai fait après 22h le soir et le week-end, une fois que j'avais fini mes journées de travail. Non, mais ça veut pas dire que ce que vous dites après n'est pas influencé. On a créé un modèle qui est le deuxième modèle de microsimulation dans le monde qu'on a publié dans Nature, qu'on a pu faire parce qu'on a énormément appris en travaillant avec les meilleurs experts mondiaux, aussi bien dans le public que dans le privé. Maintenant, il y a une réalité du monde aussi. La réalité du monde, c'est que le privé a des pouvoirs infinis de faire, et le public en a aucun. C'est-à-dire que le public n'est pas efficace, il n'arrive pas à faire grand-chose, et le privé, c'est une machine de guerre. Donc quand vous avez 30 ans et que vous voulez faire des choses, vous vous tournez vers les gens qui sont capables de faire quelque chose. Et moi, ce que je pose comme diagnostic, je peux vous dire que allez travailler avec le privé, allez travailler avec le public, vous allez voir la différence de niveau. Le public est souvent assez ridicule par rapport à la capacité de gérer du public. Et je finis juste là-dessus. Pourquoi le privé est très fort? Parce que déjà, il attire les meilleurs. Et qu'ensuite, je suis désolé, il y a une industrie financière derrière qui font qu'ils sont capables de faire des projets extrêmement vite, extrêmement forts en prenant les meilleurs et en allant extrêmement vite. Donc moi, ce que j'aime, c'est faire des choses et faire des choses bien.
Donc je vais avec les gens qui ont les capacités de le faire. Et je ne vais pas me cantonner au public parce que je veux être plus blanc que blanc pour faire des trucs qui sont nuls. Et de manière totalement indépendante. Voilà. Louis Fouché, sur les conflits d'intérêts. Moi, je travaille dans le public. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai 450 € sur Transparence Santé. J'ai pas de stock option. J'ai pas de stock option non plus. Je rappelle que Patrick Vallance, qui est le président du conseil scientifique anglais, a 500 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline, une firme pharmaceutique qui produit des vaccins, et a touché entre 2012 et 2018 5 millions de livres sterling de dividendes. Tout va bien sur l'orientation vaccinale. En fait, le problème, et Martin le souligne, c'est que c'est pas un problème d'individus. Les individus ont envie de travailler, ont envie de faire bien et vont à l'endroit où il y a de l'argent, où c'est possible. Le problème, c'est de la corruption systémique, on appelle ça. C'est-à-dire que, comme Google a envahi votre vie, une fois que vous avez un Gmail, pour en sortir, vous avez l'agenda, vous avez le truc, c'est impossible d'en sortir. Et ben c'est pareil, la corruption par les laboratoires pharmaceutiques a envahi la recherche médicale, la fabrique du savoir, et a envahi même la pratique médicale, la praxis, de manière interstitielle. Et donc, c'est hyper difficile d'en sortir, c'est hyper difficile de la détecter, c'est hyper difficile de comprendre même ce qui se passe. Mais en tout cas, tous les leaders d'opinion au sein de la médecine sont des gens qui sont arrosés de pognon et qui s'en rendent même plus compte, en fait, et qui sont dans une réalité parallèle. Donc, effectivement... Mais vous avez des preuves concrètes qu'en France... il y a plus de 2000 publications sur le sujet. Enfin, je veux dire, c'est un sujet institutionnel. Il y a des chercheurs sur le sujet, quoi. La corruption systémique... Non, mais le conseil scientifique, par exemple, qui conseille le président de la République... Je peux répondre là-dessus. Il a raison. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Le problème, c'est que le monde fonctionne tel que je vous l'ai dit, et donc il y a un vrai sujet du lien d'intérêt. Vous savez, c'est qui a le plus travaillé sur les liens d'intérêt ? C'est les Américains. Les Américains, ils sont 3 générations après nous sur les liens d'intérêt. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent la compliance. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec un laboratoire américain, avant de parler avec un médecin, vous devez faire 4 déclarations. Vous avez des grilles pour tout. C'est noté dans 50 000 sites internet. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement transparent. Et les Américains, c'est leur vision des choses. C'est de toute façon, il va y avoir de la collaboration publique-privée. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais à partir du moment où c'est transparent, c'est OK. Nous, en France, on n'a pas trop cette culture. On a plutôt une culture de la sphère d'influence. Et donc, du coup, on a du mal à se marier avec cette culture anglo-saxonne. Mais je vous le dis, on ne pourra pas revenir en arrière sur le fait que les gens qui portent l'innovation, qui sont capables de lever des milliards pour faire des essais cliniques avec des opérations qui s'appellent vitesse de la lumière, c'est-à-dire que vous développez des vaccins en 6 mois où avant il fallait 10 ans, et vous coupez de tous les experts français. Donc on est obligé de faire quelque chose et on est obligé d'innover. L'innovation, c'est la compliance à l'américaine. Ce n'est pas la théorie du complot à la Didier Raoult qui pense qu'on va se vacciner juste parce que les médecins vont être payés par l'industrie pharmaceutique, ce qui est franchement une illusion totale. Alors venons-en donc au vaccin. Pfizer et BioNTech déclarent leur vaccin efficace à 95%. Sanofi a également annoncé une bonne avancée de son vaccin, possiblement disponible en juin prochain. Alors moi je suis pas médecin, mais je suis assez effaré de la vitesse à laquelle c'est vrai on nous annonce ces vaccins. Pour vous, Louis Fouché, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la solution pour sortir de cette spirale infernale, le vaccin, ou vous êtes contre ? Je vous ai parlé du dogme tout à l'heure. On peut regarder le dogme ou bien soigner le réel. Là, on est dans le dogme des médecins, en fait, qui rêvent du vaccin. Et puis, on est dans une narration médiatique qui court-circuite votre pensée, en fait, qui est hypnotique. Si vous regardez les affiches du Point qui sont dans la rue en ce moment, c'est l'après-vaccin. Ils parlent même pas de l'après-épidémie. Donc, c'est un court-circuit dans votre pensée. C'est ce qu'on appelle le choix illusoire. C'est comme si je vous disais, tu préfères que je te perfuse sur la main gauche ou la main droite ? C'est-à-dire que tu as ratifié que tu allais être perfusé, quoi. Donc c'est une espèce d'embrouille, quoi, de lavage de cerveau, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, quoi. C'est toutes les techniques marketing. Donc c'est pareil, 95% de fiabilité, enfin d'efficacité du vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une punchline marketing. Ça veut dire qu'il y a des anticorps qui sont développés chez 95% des gens à qui vous injectez le truc. C'est faux. C'est faux. Ça, je suis désolé, Louis Fouché, c'est faux. Alors là, il faut regarder les études. C'est des études de phase 3 qui sont sur des endpoints cliniques, qui sont sur des endpoints de contamination par la Covid. À combien de temps ? Faut regarder les études cliniques. Là, encore une fois, vous dites un truc qui est faux et donc du coup, vous discréditez. Non, c'est pas vrai. Il y a 5. Combien de gens guérissent spontanément ? C'est pas des études d'immunogénicité, c'est des études cliniques, Louis Fouché. Donc la différence, elle se fait. Vous pouvez demander à Bruno Falissard, il vous confirmera ça. C'est la différence entre le nombre de gens qui ont été contaminés dans les groupes vaccinés et non vaccinés. Donc le critère du jugement, c'est le nombre de personnes qui ont été contaminées par la Covid ou qui ont fait une forme grave. C'est pas le nombre de gens qui ont développé des anticorps. Contaminé à la Covid, c'est faux. C'est test positif au SARS-CoV-2. Vous dites déjà des choses qui sont fausses. C'est pas les anticorps. C'est pas les anticorps. Le premier, c'est faux. Vous venez de dire que c'était des gens contaminés à la Covid-19. Donc, on dit tous les jeux des choses fausses.
Ça veut dire que globalement, parce que si vous avez une PCR positive à la Covid-19, c'est quand même que vous avez été contaminé par le virus. Non, c'est pas une PCR positive à la Covid-19, c'est une PCR positive à SARS-CoV-2. Oui, la on est Covid-19, d'accord. c'est la maladie. On Les gens est ne sont d'accord. pas malades. Oui, mais le but du vaccin, c'est d'éviter que les gens se contaminent, portent le virus et contaminent les autres. C'est de casser la dynamique vaccinale. C'est faux et encore faux. 97 à 99% des gens qui ont une PCR positive à SARS-CoV-2 en dessous de 35 CT, au-dessus de 35 CT, ne sont pas malades et ne contaminent pas les gens. C'est faux. En fait, voilà, juste regardez en face les choses, quoi. On part sur des prémices qui sont faux parce que juste, restons sur le vaccin, c'est pas grave. On en discutera tranquillement entre nous. Mais globalement, vous ne savez pas quelle est l'immunité du vaccin. Vous ne savez pas si elle est liée à des anticorps. Vous ne savez pas si elle est liée à une immunité cellulaire. En fait, vous en savez rien. Non, mais je sais qu'elle marche pour éviter que les gens se contaminent. Puisque j'ai des études de phase 3. Mais n'importe quoi, vous en savez rien. C'est pas les anticorps qui font que vous êtes contaminé ou pas. C'est faux. Bon, on va pas en faire un débat. C'est intéressant, justement. Non, mais c'est juste comment sont faites ces études-là. C'est-à-dire qu'il y a la phase 2, c'est des études d'anticorps, effectivement. C'est vrai, attendez, je vais vous interrompre parce que moi, c'est vrai que j'ai relevé ça partout dans les médias. On dit tous les jours qu'il y a des contaminés à la Covid-19. On parle même, Olivier Véran a émis un tweet, qui est quand même notre ministre de la Santé, donc c'est quand même un peu problématique, quand il dit qu'il y avait 40 000 contaminés à la Covid-19. Ils sont testés positifs, donc au coronavirus, dont le nom scientifique est SARS-CoV-2. Ça ne veut pas dire qu'on est malade si on est testé positif. Ça veut dire que vous avez de l'ARN SARS-CoV-2 dans le nasopharynx. Ah, bien sûr que non, ça veut dire que vous avez le virus, que donc vous le portez. Donc il n'y a pas 40 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Il y a 40 000 personnes qui ont attrapé le SARS-CoV-2 d'une autre personne, parce que vous ne l'attrapez pas en mangeant votre salade verte ou en respirant l'air ambiant, c'est-à-dire que vous l'avez attrapé d'une gouttelette de quelqu'un, et donc vous avez bien été contaminé par quelqu'un d'autre, par le SARS-CoV-2. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire que vous avez du virus dans votre organisme. C'est pour ça qu'on le trouve d'ailleurs. Bon, là-dessus, on est d'accord. Revenons sur le vaccin. Vous savez rien de son efficacité, vous savez rien sur le dénominateur. Alors, en fait, sur le vaccin, il y a trois phases. Vous parlez d'ingénierie. Vous parlez d'ingénierie et d'innovation miraculeuse en 6 mois. La réalité, c'est que vous savez très bien comme moi que les firmes pharmaceutiques n'assument pas les effets secondaires des vaccins. C'est la loi, c'est comme ça. Elles ne passent pas par les mêmes phases que celles de développement d'un médicament. Vous savez aussi que Thomas Madden, qui est le PDG de Acuitas Therapeutics, qui est celui qui fait les nanoparticules liposomales qui entourent l'ARN pour le stabiliser, a dit lui-même ça va beaucoup trop vite, on n'a pas pu faire les tests de stabilité. Donc en fait, ça va beaucoup trop vite, vous ne savez rien de ce que vous faites. D'autre part, vous ne savez rien de comment ça marche les vaccins ARN, puisque en fait c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas testé en population générale. Vous ne savez rien de la stabilité dans le temps. Ces vaccins ARN, ils partent d'une pirouette scientifique intéressante, intelligente au départ, qui est d'essayer de ne pas produire un antigène viral pour se servir comme particule vaccinale et de faire de l'ARN, ce qui est beaucoup plus facile, beaucoup moins cher. Ce qu'a dit aussi Gavi, hein. Quand vous faites un vaccin, pour 1 euro investi, vous en récupérez 48. Vous comprenez qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs. Donc, vous faites de l'ARN et cet ARN, vous savez, c'est le patient lui-même qui va devoir produire les particules virales qui sont censées être immunisantes, en tout cas faire ce qu'il faut pour qu'il y ait des anticorps. Alors vous savez jamais si vous allez en faire trop, pas assez, ou juste ce qu'il faut. Vous savez pas si vous allez le rétrotranscrire et l'intégrer. En gros, vous dites pour que les auditeurs comprennent que le vaccin serait inefficace, c'est ça parce que... Non, il dit qu'il serait potentiellement dangereux. Parce que c'est une technique qui est nouvelle et qu'effectivement, c'est une technique qui passe par des étapes supplémentaires par rapport aux études des Indiens. Bon, après, ce qu'on sait sur les vaccins... Non, mais ça... Donc vous partagez limite son point de vue ou pas? Ce qu'il dit, c'est une réalité, donc je ne vais pas le contredire là-dessus. Donc vous êtes contre la vaccination? En revanche, non, pas du tout. En revanche, ce que je dis, laissez-moi développer, c'est que ce qu'on sait sur les vaccins, c'est que les effets indésirables, ils arrivent essentiellement dans les 3 premiers mois après le fait que vous soyez fait vacciner. Après, on va me dire oui, mais c'est un nouveau vaccin, il pourrait y avoir des choses qui arrivent un peu plus tard. Certes, en revanche, je dis quand même, il y a 70 000 personnes qui ont reçu ces vaccins ARN de par le monde, et il y a moins d'effets secondaires que les vaccins qui étaient les vaccins des générations précédentes. Et ça s'avère être des vaccins extrêmement efficaces. Donc, alors je vous arrête, Martin, simplement pour vous dire, si vous me permettez, sur cette histoire des effets secondaires, en fait, on a un problème. Comme je vous ai dit que les firmes vaccinales ne remboursaient pas les effets secondaires, qui les rembourse? C'est l'État. Or, l'État, s'il rembourse les effets secondaires, est-ce qu'à votre avis, il va financer la recherche sur les effets secondaires? Ben non. Et donc, vous avez 0 financement sur la recherche. Des procès d'intention. Non, je fais pas de procès d'intention, c'est la réalité. Regardez la bibliométrie sur les effets secondaires des vaccins, et vous allez voir, en fait, la quantité de publications et d'équipes de recherche qui juste peuvent travailler dessus. Et il y en a très, très peu, en fait. Souvent, c'est des gens qui sont très volontaires à le faire. Vous dites 3 mois, donc en fait, vous en savez rien parce qu'il n'y a pas la biblio dessus, les narcolepsies, etc. Enfin,
Regardez ce rapport sénatorial. Et là, on peut pas les taxer d'être des dangereux complotistes ou anti-vax sur le H1N1. Je veux dire, il apprend tellement de choses. C'est 140 pages qui vous dessillent sur les conflits d'intérêts, sur le pognon majeur qu'il y a là-dedans et sur l'incurie des laboratoires pharmaceutiques et leur cynisme. Ils sont en train de faire quelque chose comme le remdesivir, de vous fourguer quelque chose dont ils ne savent pas s'il est efficace ou toxique, dont ils savent que probablement il est toxique et peu efficace. Voilà, pour une épidémie qui, somme toute, ça va en fait. En termes de nombre de morts, de surmortalité, ça va. On est entre la 9e et 14e épidémie depuis 1945, c'est ça? C'est même pas the big one, quoi. Et vous voudriez être vacciné. Revenons juste sur le sujet de l'industrie pharmaceutique, parce que je pense que c'est intéressant et les gens sont très très sensibles à ce sujet-là. L'industrie pharmaceutique, c'est ce qui a permis, c'est un fonctionnement de société qui a permis de développer des traitements qui sont incroyables. Aujourd'hui, il y a des patients qui ont des lymphomes, qui mourraient en quelques mois. Vous prenez des lymphocytes, vous les reprogrammez, vous les réinjectez, les patients sont guéris de leur lymphome. Il y a des nouvelles thérapeutes, les anti-PD-1 là, qui sont sortis. Des gens qui mouraient de cancer du poumon, ils étouffaient de leur cancer. Aujourd'hui, vous leur donnez les traitements, ils sont quasiment, c'est des longs survivants, ils sont quasiment guéris. Les mélanomes, c'est pareil. On est en train quasiment de traiter avec de la thérapie génique des maladies infantiles. Vous aviez des enfants qui ne pouvaient pas marcher. Et aujourd'hui, on est quasiment en train de guérir des maladies où on voyait les gens handicapés dans la rue, les enfants qu'on voyait, on savait que c'était des enfants handicapés. Aujourd'hui, on a quasiment des thérapies qui vont pouvoir les guérir. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme en science, si vous voulez. Vous pouvez critiquer les liens d'intérêt. Vous pouvez dire que c'est imparfait. Mais parfois, il faut regarder les choses à leurs résultats. Les résultats de la manière dont l'innovation thérapeutique marche, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a fait un progrès qui est incroyable. Et les médecins sont les premiers à être heureux parce qu'ils sont contents de pouvoir proposer des traitements à leurs patients. C'est pour ça qu'ils s'intéressent énormément à l'innovation thérapeutique. Et il n'y a aucun médecin qui pense qu'on peut faire de l'innovation thérapeutique aujourd'hui sans ces machines de guerre que sont effectivement l'industrie pharmaceutique. Donc après, il y a des liens d'intérêt, mais il y a des liens d'intérêt tout le temps dans la vie. Tout le temps, je veux dire, les gens sont des hommes, ils ont des sentiments, ils travaillent avec des gens, après il y a des relations qui se créent, après c'est comment on met en place un fonctionnement pour qu'on ait finalement quelque chose qui soit assez clair et transparent. Bon, sur l'obligation du vaccin, j'aimerais vous entendre tous les deux. Non, moi je ne suis pas du tout pour l'obligation du vaccin, je pense que c'est, de toute façon, je pense que c'est infaisable, donc c'est juste allumer de la dynamite dans la société, on n'a vraiment pas besoin de ça. En plus, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui vont accepter de se vacciner pour avoir un niveau d'immunité qui permettra d'éviter les flambées épidémiques, donc je vraiment pas pourquoi on le rendrait obligatoire, et ça va que raviver finalement un débat inutile. Et l'autre chose sur les vaccins ARN, je pense qu'on se rend même pas compte l'intérêt qu'ont les vaccins ARN. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le VRS, qui est le virus respiratoire syncytial. C'est le VRS des bronchiolites chez les enfants. Les bronchiolites, c'est une catastrophe pour les services de pédiatrie, même pour les réa pédiatriques. Tous les ans, les services sont pleins de gens qui ont des bronchiolites, ça crée des asthmes, après chez les enfants, ce genre de choses. Imaginez qu'avec ces vaccins-là, vous arriviez à faire un vaccin contre le VRS. Vous imaginez l'impact de santé publique que c'est? Et pourquoi on ne voit pas les côtés positifs parfois dans la vie? Pourquoi on ne voit pas que finalement la médecine pourrait être transformée par ces nouveaux vaccins? On préfère dire que c'est scandaleux, que l'industrie pharmaceutique a des liens d'intérêt, qu'elle est en train de nous libérer. C'est pas vrai, elle est en train de nous libérer de virus. Mot de la fin, on reste plus que 2 minutes, donc on va demander à Louis Fouché de conclure également. Est-ce que vous tomberez d'accord au moins sur ce point-là? Vous êtes contre la vaccination? Je suis absolument opposé à l'idée d'obligation vaccinale. Et l'espèce de concaténation extrêmement nauséabonde qui a été faite par Christophe Barbier ou Jadot, d'une espèce de crédit social à la vaccination. Enfin, est-ce que c'est cette société-là dont on veut, quoi, hein? On veut être comme en Chine? Moi, non, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, je rappelle la loi du 4 mars 2002 qui a été renforcée le 22 avril 2005 sur le droit des malades de refuser un traitement, en fait, y compris préventif, y compris au risque de sa vie. Je pense que c'est ce qui nous a prémunis des Mengele et des gens comme ça. Ça vient des procès de Nuremberg et ensuite d'essayer de... Voilà, vous allez dire point Godwin, Martin, mais c'est la réalité de la médecine, hein. C'est qu'elle a un biopouvoir, c'est ce que dit Foucault, c'est que petit à petit, vous pouvez prendre le pouvoir sur les gens. Et donc, moi, je voudrais conclure là-dessus. Tu dis que c'est très bien d'avoir l'industrie, ça permet d'avancer. Mais c'est pas vrai, ça bloque des choses, ça fait ce qu'on appelle des blocages socio-systémiques. Où moi, je cherche sur le low-tech en réa, par exemple, et ben, je trouve pas un rond. Et pourtant, je fais des pirouettes intellectuelles qui sont meilleures en termes de résultats que des trucs avec des applis, etc. Non, mais allez, juste répondre là-dessus, il y a toujours des solutions. Il pourrait y avoir des cagnottes financées par l'industrie pour faire de la low-tech. C'est des choses qui sont possibles. Il faut regarder de l'avant et pas systématiquement vouloir tout casser les quelques trucs qui marchent. 450 €, vous pouvez annoncer, vous, combien vous avez des laboratoires?
Ma boîte vit à 60% de travailler avec l'industrie pharmaceutique. C'est pas moi directement, c'est ma société. Je fais travailler 15 personnes en travaillant avec l'industrie pharmaceutique mondiale, aux États-Unis, en Europe, Israël, Asie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ce débat qui aura été finalement très courtois, même s'il y aurait quelques passes d'armes. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux, Louis Fouché, Martin Blachier. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Un débat riche, je le disais, comme on pouvait s'y attendre. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital.